des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, première partie de l'émission réservée à la synagogue de la Griba à Djerba. Alors, retour dans des cieux plus connus, surtout pour beaucoup de nos auditeurs, c'est-à-dire vers la Tunisie et vers Djerba plus précisément, pour retrouver la synagogue de la Griba. La Griba, on l'a choisie parce que c'est un lieu de pèlerinage. Bien entendu, elle n'est pas la seule synagogue de Djerba, puisqu'on pense qu'à l'âge d'or de Djerba fonctionnait dans l'île même plus d'une vingtaine de lieux de prière, plus d'une vingtaine de synagogues, ce qui est énorme quand on pense au nombre d'habitants de Djerba. Néanmoins, la plus célèbre est quand même celle de la Griba, parce que là venaient et viennent encore des pèlerins, parce que aussi elle était tellement célèbre qu'elle a été transplantée, si j'ose dire, en Israël, puisqu'il y a on le verra à la fin, une reconstruction de la Griba quelque part en Eretz Israël. Et donc, il me semblait que, vu ce lieu de pèlerinage qui reste quand même central, il était important d'en parler, d'autant plus qu'à travers cette synagogue, nous pourrons évoquer les Juifs de Djerba et tous les grands noms qui ont marqué de leur présence cette île de la Tunisie. Alors, peut-être avant de parler directement de la Griba, il faudrait rappeler comment sont arrivés les Juifs à Djerba. Il y a beaucoup de légendes, d'énormes légendes qui circulent sur cette arrivée des premiers Juifs à Djerba. On peut penser à plusieurs choses. Alors, il y a plusieurs versions. La première version est peut-être celle qui est la plus couramment acceptée, ou du moins la plus couramment véhiculée par les Djerbiens elles-mêmes, c'est que les premiers Juifs sont arrivés dans cette île de Djerba juste après la destruction du premier temple de Jérusalem, c'est-à-dire en l'an 586 avant notre ère. Un groupe de prêtres, des Kohanim, et cela expliquerait la proportion immense de Kohanim, de familles de Kohanim dans Djerba. Donc un groupe de prêtres fuit Jérusalem et arrive à Djerba. Et quand ils arrivent à Djerba, ils n'arrivent entre guillemets pas les mains vides, puisqu'ils portent avec eux des vestiges du temple, à savoir une porte, delet en hébreu, et aussi certaines pierres. Ces vestiges du temple, c'est pour ça que j'ai tout de suite privilégié cette première version, puisqu'elle va nous lier directement à la Griba. Ces vestiges de temple, ils les intègrent dans une synagogue merveilleuse qu'il appelle la Griba, et donc ils construisent ce lieu de culte, et en même temps, il se crée un village non loin de ce sanctuaire et qui donc serait peuplé par les descendants de ces Kohanim qui auraient fui le Eretz Israël après la destruction du premier temple. On retrouve la tradition orale par rapport à cette légende est très importante, et on la retrouve vraiment mentionnée pour la première fois par écrit au milieu du 19e siècle, dans un livre qui est publié par un rabbin de Tripoli qui s'appelle Rav Avraham Haïm Haddadi et qui s'appelle Hashomer Emet, et qui raconte cette arrivée miraculeuse des Kohanim de Djerba avec leurs pierres et leurs portes du temple. Une autre version fait remonter la présence des Juifs de Djerba encore plus loin, c'est-à-dire encore avant la destruction du premier temple, à savoir au temps du roi David, donc ça veut dire avant la construction de ce premier temple. Il y avait donc un des généraux de ce roi David, qui s'appelait Yoav ben Zruya, qui poursuit les Philistines, qui poursuit les Philistins, et il les poursuivra donc, selon cette légende, très très loin, puisque de la terre des Philistins, il va les poursuivre jusqu'à Djerba, et c'est là qu'il aurait fondé la première communauté de Juifs de Djerba, et les tenants
de cette version montrait jusqu'au XIXe siècle une pierre sur laquelle était gravé le nom de ce général. Et puis, il y a aussi encore une autre version, et il faut voir que de toute façon, toutes ces versions vont renvoyer à Eretz Israël, c'est-à-dire directement à un moment où les Juifs sont souverains sur leur terre. Donc cette troisième version fait remonter l'arrivée des Juifs à Djerba à une expédition maritime de la tribu de Zvouloun. Et donc c'était un moment où cette tribu, on sait que Zvouloun, la caractéristique de la tribu de Zvouloun, parmi les 12 tribus, était qu'elle était engagée dans des activités commerciales et surtout commerciales maritimes. Et donc, lors d'une de ces expéditions, ils arrivent sur les côtes d'Afrique du Nord et entre autres à Djerba, là où ils fondent donc la communauté. Et puis enfin, pour toujours citer toutes ces versions qui seront importantes parce qu'elles vont expliquer la fierté des Djerbiens qui pensent remonter directement des prêtres qui auront quitté Eretz Israël ou vraiment de personnages excessivement nobles et valeureux. La dernière version est que ces Juifs ces premiers Juifs de Djerba auraient été, eux, des rescapés de la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire donc au 1er siècle de notre ère, venant d'Eretz Israël, se sauvant suite à la destruction du deuxième temple. Ils auraient donc débarqué en Afrique du Nord et entre autres dans cette communauté de Djerba. Alors, pour prouver que cette communauté remonte bien à ces temps anciens et n'est pas peuplée de peuplades successives qui seraient venues donc sur les côtes d'Afrique du Nord, on cite des coutumes propres, tout à fait caractéristiques des Juifs de Djerba, telle la prière, la récitation d'un très long kiddush la veille de Pessah, la récitation de passages de certains prophètes au cours de Shabbat dans l'année, et donc ou d'autres pratiques encore qui renverraient à des pratiques que les Djerbiens partageraient avec certains Juifs du Maroc ou du Yémen, ces mêmes Juifs n'ayant pas connu un certain développement du rituel parallèle à ce développement de ce rituel-là. Alors, quoi qu'il en soit, tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que cette communauté juive de Djerba est très ancienne et qu'elle va, au cours des années et au cours des siècles, se développer pour en arriver à connaître ce qu'on a appelé un âge d'or. Alors, si on part du moment où elle arrive jusqu'au Moyen-Âge, il y a effectivement peu de témoignages sur ces juifs de Djerbiens. On retrouve un petit peu la première fois qu'ils vont être mentionnés dans quelque chose d'écrit, on sait qu'ils sont déjà là, va être un document de cette célèbre Geniza du Caire dont nous avons parlé dans une autre émission, là où il y a une lettre de quelqu'un qui réside à Djerba et donc on trouve un témoignage écrit de la présence. On sait aussi que le Rambam, Maïmonide, met en garde à peu près à la même époque son fils contre les coutumes des Juifs de Djerba, que lui ne trouve des coutumes proches qu'il ne trouve pas des coutumes très avancées. Et donc, si l'on en croit cette lettre du Rambam, même si on peut penser qu'il était peut-être mal informé sur les Juifs de Djerba, on peut quand même noter que s'il en parle, donc il connaît leur existence, il connaît l'existence de leurs coutumes, et donc il y a déjà des informations qui circulent sur Djerba. Alors, au niveau du Moyen-Âge, il y aura finalement assez peu de témoignages. Il y aura quelques témoignages de voyageurs, souvent des voyageurs non juifs, et cet parcours des siècles va nous emmener jusqu'au XVIIIe siècle, où là, les témoignages vont commencer à abonder, et aussi où tout ce qui va faire la gloire des sages de Djerba va tout d'un coup apparaître à la lumière.
ועד תמשוך גלות רחל ובני רחל גזוזים כרחל ובני רחל גזוזים כרחל ואני בכל זאת תמיד היחל. Bon, alors c'est au XVIIIe siècle que Djerba, dirons-nous, apparaît sur la scène des études rabbiniques comme un centre très très important. On ne sait pas très bien, on a quelques témoignages sur ce qui s'est passé auparavant, néanmoins à ce moment-là, tout d'un coup Djerba apparaît comme un centre hyper important, tout à fait comparable à Tunis, pour la Tunisie, et à d'autres centres juifs de par le monde. Alors, il y a une légende qui explique tout d'un coup ce renouveau de Djerba au niveau rabbinique, mais qui est probablement tout à fait fausse. On sait que il y avait une légende qui avait amené les Rachamim d'Afrique du Nord en Afrique du Nord à la suite d'un naufrage de 3 grands sages qui s'étaient partagés les pays d'Afrique du Nord, c'est ça vers le Xe siècle. Donc, on repart dans l'autre sens et on dit qu'il y avait des grands sages qui partaient vers Eretz Israël et qui, eux aussi, ont fait naufrage et l'un d'entre eux, qui s'appelle Aaron Peretz, serait arrivé ainsi au Djerba. Cela est faux parce qu'on sait que le Aaron Peretz en question, il est originaire du Maroc. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, donc, émergent plusieurs grandes figures rabbiniques, Aaron Peretz, Yitzhak Haddad, Mordechai Cohen et Tzemach Cohen. Et tout cela commence d'abord à écrire des livres qui sont des livres de halakha, des livres de loi, dans lesquels vont à transparaître, pour du moins ce que nous intéresse, puisque nous ne faisons pas une émission sur le développement de la halakha, ce qui va être intéressant va entre autres rendre assez bien compte des différences de Djerba, de ses coutumes, de sa vie juive. Alors, en fait, tous ces rabbanim vont venir, il y en a d'autres, il y en a un autre qui s'appelle Rabbi Shimon Levi, Rabbi Masoud Al-Fassi, enfin il y a comme ça quelque chose. On dit que, en fait, la réalité, si on oublie la légende sur le bateau, on dit que traversant l'Afrique du Nord, en fait, ils ont été frappés par l'ignorance de certaines communautés et ils ont décidé donc de s'y installer. Alors, Masoud Al-Fassi, lui, il s'arrête à Tunis, Shimon Levi à Tripoli et Aaron Peretz à Djerba. Donc, si ce récit est plus vrai ou faux, quoi qu'il en soit, Aaron Peretz, lui, vient probablement du Maroc et il commence donc à reconstituer, dirons-nous, l'étude dans cette communauté de Djerba. La famille Peretz, donc, s'installe à Djerba et, en fait, toute la carrière de ce Rav Aaron Peretz va être parallèle avec l'essor intellectuel qui montre de Djerba. Parce que il va avoir énormément de publications, beaucoup de ses livres vont être publiés, il y a même une légende qui dit que son éditeur a été puni parce qu'il n'avait pas publié tous les livres d'Aaron Peretz, et il va y avoir tout un tas de légendes qui vont entourer ce Rav. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il est quelqu'un de très important,
qu'il va effectivement restructurer la communauté, et on va voir apparaître à travers ses écrits les rabbanim qui l'ont précédé et surtout ceux qui vont lui succéder, et il va donc arriver dans cette ville de Djerba un essor intellectuel extraordinaire. Comme je l'ai dit au début de cette émission, il y avait de nombreuses synagogues à Djerba. Dans la deuxième partie de ce feuilleton, nous allons regarder plus précisément ce qui s'est passé à la Griba. La Griba qui est plutôt un centre de pèlerinage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les autres synagogues de la ville, se créent à ce moment-là, en quelque sorte, comme des écoles dans lesquelles va être étudiée la loi juive, la halakha, la gemara, le talmud, le zohar, enfin tout un tas de choses, tout un tas de ce qui fait une communauté vivante et une communauté en plein essor, et que ces écoles, entre guillemets, qui sont dans des synagogues, ne vont pas rivaliser, mais vont chacune apporter à leur pierre à l'édifice de ce qu'on pourrait appeler la pensée djerbienne, et qu'elles vont effectivement mettre au point une méthode d'étude qui est encore de nos jours pratiquée, et qui va aussi, ce système où la synagogue est au centre, mais elle est au centre parce qu'elle est aussi un lieu d'étude, va en fait peser sur cette population, c'est-à-dire va façonner la population, et qu'il y aura finalement un tel niveau d'étude à l'intérieur de ces synagogues que toutes les tentatives faites pour amener, dirons-nous, des systèmes éducatifs étrangers vont relativement échouer, étant donné de la solidité du système qui va émerger à partir du XVIIIe siècle. On dit entre autres que quand l'Alliance israélite a essayé de s'implanter à Djerba, un riche djerbien est venu et ils ont dit clairement aux envoyés de l'Alliance, combien vous voulez d'argent, non pas pour construire votre école, mais combien vous voulez d'argent pour ne pas la construire et pour nous laisser tranquilles et pour partir de l'île. Et donc, ces synagogues et ces écoles vont façonner toute cette vie djerbienne. Alors, c'est difficile de citer tous les rabbins, parce qu'il y en a énormément, et pour ceux que ça intéresserait, je me permets de dire que probablement là où ils trouveront le plus de renseignements est dans un livre qui s'appelle Rachmei Israël Bedjerba ou Betounis, de quelqu'un qui s'appelle Boaz Haddad. C'est un livre en hébreu où est racontée la biographie de tous ces sages, de Aaron Perez, Shaul HaKohen, Mordechai HaKohen, et du Chacham Khouri dont on fait encore actuellement la Iloula, et c'est un de nos contemporains, si j'ose dire, puisqu'il est mort il n'y a pas très longtemps, et qu'on fait encore sa Iloula autant en France qu'en Israël, lieu dans lequel il a vécu et dans lequel il s'est éteint. Et il y a donc comme ça des traits communs qui vont se sortir sur cette étude très précise de la halakha, de cette application de ce qu'on appelle le Iyun Tunsi, c'est-à-dire une méthode bien particulière d'étudier qui ne va pas qui ne va pas vite, qui ne va pas dans la quantité, mais qui vraiment parle avec précision dans la qualité, c'est-à-dire qui se pose des questions vraiment minutieuses et précises sur chaque mot, et qui apprend peu à peu, puisqu'il y a une codification, peu à peu apprend à ses étudiants à être autonomes, si j'ose dire, halakhiquement, c'est-à-dire à pouvoir innover ou retrouver des raisonnements qui mènent à une décision halakhique. Donc, pendant les 2 siècles qui vont du 18e jusque, dirons-nous, bon, peut-être moins maintenant, puisque Djerba maintenant est beaucoup plus en déclin, mais dirons-nous au moins pendant 150 ans, les rabbins djerbiens vont briller à tel point, bien entendu, que on va appeler, comme à chaque fois que les Juifs se sentent en confiance et sont fiers de leurs Talmidei Chachamim, de leurs érudits, Djerba va devenir, encore une fois, la Jérusalem d'Afrique du Nord, comme beaucoup plus loin au nord et à l'est, Vilna était la Jérusalem de Lituanie.
تسيم شبات رجليخ. Alors, si nous avons parlé des sages de Djerba, en gros, parce que vraiment il faudrait plusieurs émissions pour en parler vraiment en détail, nous avons pas encore abordé le fond de l'émission, c'est-à-dire la synagogue de la Griba dont nous allons parler demain. Alors, ce qu'il faut bien peut-être se rappeler avant de se quitter, c'est que donc, parallèlement à toutes ces écoles qui se développent dans les synagogues de Djerba, il y a une autre synagogue qui est un peu en dehors, dans un village un peu en dehors, peuplé de Kohanim, qui, elle, va avoir une fonction. Bien entendu, il y aura aussi des sages qui viendront à la Griba, mais qui va avoir peut-être aussi une autre fonction, et peut-être tout à fait différente, plus cultuelle, et plus d'hôtel, qui va accueillir les pèlerins, et qui va développer tout un rituel et tout un tas de cérémonies dont nous allons parler demain dans le deuxième volet de cette émission dédiée à la Griba de Djerba.